Je suis heureuse d'animer cette table ronde en présence d'abord de Monsieur Geoffroy de Rocancourt qui nous a fait un excellent teaser en prenant la parole tout à l'heure. On comprend qu'il a beaucoup de choses à raconter. Cher Geoffroy de Rocancourt, votre carrière est longue, alors je ne vais pas tout en dire, mais vous avez commencé comme ingénieur et enseignant spécialisé dans les questions cynégétiques et forestières. Et à l'âge de 27 ans, vous vous retrouvez l'adjoint au nouveau commissaire général de Chambord, fonction créée par Georges Pompidou, vous l'avez tous compris. Vous avez été donc directement à la manœuvre pour mettre en œuvre les intuitions fondamentales de Georges Pompidou pour le domaine, et vous serez vous-même commissaire général de Chambord à la fin des années 70, si c'est exact. Ensuite, vous avez poursuivi votre carrière dans la fonction publique, au service de l'intérêt général, en particulier dans la carrière préfectorale. Et puis, nous avons également avec nous Alban de Loisy. Vous avez, je vais me moquer un petit peu de vous, j'ai le droit. Alors, vous avez commencé votre carrière en donnant des conseils dans des cabinets de conseil, mais comme vous n'aviez rien fait avant, vous avez dû vous dire qu'il faudrait peut-être que vous ayez de l'expérience. Ensuite, vous avez été dans des cabinets ministériels et dans les services du Premier ministre pour évaluer des politiques publiques. Vraisemblablement, vous en avez eu assez d'évaluer des politiques publiques qui généralement ne fonctionnent pas. Et donc, vous êtes parti dans des fonctions plus opérationnelles et vous êtes aujourd'hui directeur général de la fondation de François Sommer et bien placé pour nous parler du rôle de François Sommer dans la renaissance de Chambord et la politique environnementale du président Pompidou. Donc merci à tous les deux d'être là. Et puis je suis censée, outre animer cette table ronde, je suis censée également y parler. Alors mon rôle est beaucoup plus modeste. J'ai un peu une double casquette ici. Je suis à la fois membre du conseil d'administration de l'Institut Georges Pompidou et puis j'ai eu le privilège d'être présidente de l'établissement public de Chambord entre 2007 et la fin de l'année 2009, donc sous la première partie du mandat de Nicolas Sarkozy. Et donc je vous expliquerai un peu dans quelles circonstances je suis devenue présidente de Chambord, ce que j'ai essayé d'y faire, est-ce que j'ai essayé aussi de ne pas y faire, et je vous donnerai l'exemple d'un président qui était par rapport à Chambord, un peu l'anti-Pompidou, mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Alors, ma première question, c'est pour vous, Alban de Loisy. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quelles circonstances François Sommer et Georges Pompidou se sont connus, voilà. Voilà, merci beaucoup à l'Institut Georges Pompidou, qui fait bien d'autres choses que d'allumer les micros. Merci pour cette initiative partagée avec Pierre Dubreuil. Merci Pierre. Je tiens à préciser que je suis ici en toute modestie et humilité, puisque je n'ai ni connu Georges Pompidou, ni connu François Sommer, dont je dirige pourtant une des plus belles œuvres, à savoir sa fondation, la fondation qu'il a créée avec son épouse Jacqueline. Donc je suis vraiment là pour vous faire part d'un certain nombre d'éléments que j'ai moi-même glanés à travers des témoignages de ceux qui l'ont connu, à travers des échanges avec ceux qui les ont connus et qui sont encore vivants. Et je salue vraiment parmi nous la présence du préfet Geoffroy de Rocancourt, qui va nous raconter plein de choses passionnantes qu'il a vécues lui-même, qu'il a eu la chance de vivre lors de ces époques formidables. Et j'ai fait un petit travail. On a la chance à la Fondation d'avoir conservé toutes les archives sommaires, mais malheureusement, les archives sommaires commencent assez tardivement, parce qu'il y a eu un incendie à un moment dans les années 60, et toutes les archives sommaires ont brûlé à cette occasion. Donc nous avons beaucoup de choses, mais ça commence plutôt dans la deuxième partie des années 60, c'est-à-dire au moment de la création de la Fondation. Et la première question que je me suis posée, c'est comment finalement François Sommer et Georges Pompidou se sont-ils rencontrés? Alors a priori, ce serait le général de Gaulle qui les aurait présentés, François Sommer, compagnon de la Libération. Donc indubitablement, il a dû rencontrer Pompidou avec le général de Gaulle. Ensuite, c'est Antoine Weil, c'était cité tout à l'heure, qui nous l'a dit. Il se souvient très bien de chasse chez un ami commun, Jean-Claude Roussel, ça a été évoqué, en 1960-1961.
Mais en fait, la première période on va dire, de rapprochement de Sommer et Pompidou aurait pu très mal tourner, parce qu'elle ne se fait ni sur la chasse ni sur Chambord, mais elle se fait sur la participation. En effet, mars 1965, Georges Pompidou, Premier ministre, septembre 65, pardon, Georges Pompidou, Premier ministre, en pleine campagne électorale, les présidentielles de 65 ont lieu en décembre, Georges Pompidou vient visiter l'usine Sommer, une des usines Sommer dans les Ardennes, à Sedan. Et les usines Sommer constituent à cette époque un véritable symbole de réussite à la fois économique et sociale, notamment par la mise en œuvre en précurseur de l'intéressement et de la participation, mais aussi, on l'a oublié, de la mensualisation des ouvriers. Et si Sommer était un fervent partisan de la participation, il a écrit un livre qui fait encore référence « Participer au-delà du salaire » en 1966, et ben Georges Pompidou ne l'entend pas de cette oreille. Georges Pompidou représente l'aile libérale du gaullisme, et Georges Pompidou est peu enclin à ce mécanisme de participation, et d'ailleurs, il n'aura pas de mots assez durs pour qualifier ceux qui, selon lui, avaient, je cite, « farci la tête du général avec leur rêverie », et en l'occurrence, il visait le député Louis Vallon et René Capitan, futur garde des Sceaux. Donc ça aurait pu mal tourner. Et dès son élection en 69, François Sommer, donc compagnon de la Libération et qui a fait une guerre héroïque, à la tête en tant que pilote de bombardier, et il utilisait cette technique qui lui aura servi toute sa vie, c'est le carpet bombing, c'est-à-dire un tapis de bombes, et dès qu'il a une idée en tête, il bombarde, notamment par des courriers incessants. Et il commence avec Pompidou en 69, en lui écrivant, en lui disant « Je suis à votre disposition pour vous apporter le fruit de mon expérience sur le plan économique et social ». Et à ce moment-là, il bombarde Édouard Balladur, secrétaire général adjoint à l'époque de l'Élysée, en charge des questions économiques. Et cela marchera un petit peu, mais pas trop. Et en fait, c'est vraiment sur le deuxième sujet qu'ils se sont rapprochés, sujet par lequel nous allons arriver à Chambord, c'est la réforme de la chasse française poussée par François Sommer et appuyée par Pompidou, puisqu'il fallait, pour François Sommer, rénover en profondeur la chasse française. En d'autres termes, nous étions dans ces débuts des années, enfin dans cette période des années 60, nous chassions comme au 19e siècle, alors que la chasse est quelque chose de bien trop sérieux, et notamment comme outil de préservation de la nature, et qu'il fallait donc revoir en profondeur à la fois les techniques de chasse, mais aussi son organisation institutionnelle. Alors c'est François Sommer, pour les chasseurs d'entre nous, qui a conçu et mis en œuvre en France, grâce après à l'appui de Pompidou, le plan de chasse au grand gibier, qui a été institutionnalisé en 1978. François Sommer est mort en janvier 73, pour information. Le permis de chasser et la formation mis en œuvre en 73, c'est François Sommer qui l'a poussé auprès de Pompidou et des administrations. L'arrêt du tir à la chevrotine en 1972, c'est François Sommer. De la même façon que l'utilisation des armeriers, des carabines, lors des battues au grand gibier. Mais le combat de François Sommer était surtout sur l'institutionnalisation de la chasse, et il souhaitait, et il en parlait beaucoup à Georges Pompidou, une administration dédiée à la chasse, alors que jusque-là, la chasse était traitée par l'administration des eaux et forêts au sein du ministère de l'Agriculture. Il permettra la création du Conseil supérieur de la chasse, tout début des années 70, qui deviendra ensuite l'Office national de la chasse, puis l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et aujourd'hui l'Office français de la biodiversité. Et là, je m'attarde un instant sur le discours de Chicago qu'on évoquait, qui est vraiment, et je souhaite vraiment qu'on puisse redécouvrir ce discours de Chicago. On parle énormément d'environnement, on a fêté les 1971-2021, les 50 ans du ministère de l'Environnement avec Robert Poujade, mais on a peu parlé du discours de Chicago. Or, quand on écoute aujourd'hui le discours de Chicago, tout était dedans. Et on a presque envie de dire dommage, que c'est dommage, parce qu'on fait semblant de redire les mêmes choses aujourd'hui en les découvrant. Et ce discours de Chicago a été écrit, et ça je l'ai retrouvé dans les archives de Marie-France Garot et également d'Édouard Balladur, des échanges qu'ils avaient avec la Fondation, c'est que ce discours a été écrit, il n'y a pas eu de contribution
du cabinet du président de la République pour écrire ce discours. Il l'a écrit de sa main, il l'a écrit lui-même. Et quand on regarde le calendrier, le 24 et le 25 janvier 1970, ce mois de janvier 70 est très important. On l'a vu avec les dates tout à l'heure, j'y reviendrai. Mais il y a quelque chose qui s'opère et François Sommer invite à Belleval, dans les Ardennes, chez lui, dans son domaine, un vrai centre de conservation, invite Georges Pompidou, qui y passe 2 jours. Peut-être que Geoffroy de Rocancourt nous en reparlera. Et il est dit, notamment par Marie-France Garot, que Georges Pompidou sort de là, seriné, je ne sais pas, bassiné, je ne sais pas, mais ayant entendu tout le discours de François Sommer, qui a profité d'être en petit comité avec lui. C'est l'époque du livre La chasse imaginaire où François Sommer dit beaucoup de choses. Et François Sommer se battait pour la création d'une administration. Et à l'issue du discours de Chicago, un mois après, est créée la Direction générale de la protection de la nature vivante et des espaces naturels, qui reprend une compétence sur la chasse en France. Cela nous a été rappelé tout à l'heure. Et la consécration pour François Sommer, parce que François Sommer, d'après les témoins de l'époque, nous disent que François Sommer plaidait pour la création d'un ministère qui est en charge de la chasse. Et c'est Pompidou qui lui aurait dit « Soyons plus ambitieux, il ne faut pas rester que sur les questions de chasse, il faut parler d'équilibre, il faut parler de protection de la nature ». Et c'est comme ça qu'est créé en 71 le premier ministère de la protection de la nature et de l'environnement, qui reprend la tutelle sur la chasse, mais pas que. Et ce que François Sommer appelait de ses voeux, et ça a été dit aussi très bien tout à l'heure, je cherche l'intervenant, je le vois plus, c'était de dire que c'était un ministère qui était à vocation horizontale et non verticale. Alors, tout ça fonctionne, mais ce qui a vraiment été important dans cette relation et cette proximité entre Pompidou et Sommer, ça a été le fait que dès 69, dès son élection a priori, Georges Pompidou demande à François Sommer de s'occuper de Chambord. Alors, on m'a dit, vous savez le on un peu imprécis, j'espère que les experts de l'Institut Georges Pompidou pourront en dire plus, qu'il y avait eu à l'époque dans les cartons le projet d'une visite d'État de Léonid Brejnev, qui aurait souhaité venir à Chambord. Et c'est aussi un petit peu ça qui aurait mis la puce à l'oreille du président, et que le président aurait dit « mais en fait, Chambord est dans quel état ?» J'en ai pas eu trace. Je trouve une visite d'État de Léonid Brejnev en octobre 71, donc un petit peu plus tard, mais il ne vient pas à Chambord, il reste à Versailles, et pas pour la chasse. Quoi qu'il en soit, François Sommer est missionné par Georges Pompidou, et dès octobre 69, donc très peu de temps après son élection, il réalise une note à destination du président de la République, dans lequel, déjà, il évoque le sujet de la tutelle sur Chambord. Est-ce que c'est une tutelle présidence de la République ou bien Conseil supérieur de la chasse? Il évoque le problème du sanglier, dont il dit que ça ne sera pas très compliqué d'augmenter les densités, et puis il évoque le problème du cerf, en disant que là, la situation pourrait être catastrophique, qu'il faut arrêter de donner des cerfs à la terre entière, il faut les garder à Chambord, il faut les tirer à l'approche, et il faut, je le cite, une addition de sang nouveau de bonne souche doit être effectuée, soit avec des animaux d'Europe centrale, soit avec les meilleurs cerfs français, notamment ceux de Belleval. Voilà, pour le plaisir, je vous lisais ça. C'était aussi pour vous montrer ce qu'il a fait à Chambord, c'est ce qu'il avait réalisé depuis 30 ans à Belleval, parce que quand il est arrivé à Belleval dans les Ardennes, il n'y avait plus rien, et il a réintroduit beaucoup d'animaux, et il en a fait un parc de vision également. Ensuite arrive le fameux épisode de janvier 1970 avec cette fameuse battue. Première battue présidentielle avec le président de la République qui participe à la battue. Et François Sommer vient en observateur. Alors c'est très amusant, j'ai le facsimilé du petit mot manuscrit que François Sommer envoie à Pompidou en couverture de son rapport. Il écrit « Monsieur le Président et cher ami, ainsi que nous en étions convenus avec vous-même et Monsieur Juillet », Pierre Juillet est tout le temps présent, c'est l'homme de l'ombre, il est tout le temps là.
Je viens d'établir un rapport sur le domaine de chasse de Chambord en général et les chasses présidentielles qu'on pourrait y établir en particulier. Je me permets de vous faire parvenir un exemplaire à titre personnel, 2 autres étant remis à Monsieur Juillet, votre cabinet. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à cette chasse qui nous a appris beaucoup de choses, le domaine de Chambord méritant une amélioration sensible des conditions de chasse au grand gibier. En parallèle, il envoie une copie à Claude Étier de Bois-Lambert, dont on parlait à l'époque, grand compagnon de la Libération, grand chasseur, mais surtout à l'époque, chancelier de l'Ordre de la Libération. Et il lui écrit dans un autre manuscrit, c'est désastreux. La chasse à Chambord est désastreuse. Voilà. Et du coup, son rapport est très intéressant. Rassurez-vous, beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas le lire entièrement, mais plutôt vous raconter quelques anecdotes. La première chose, c'était le peuplement. Et la prépondérance de résineux, on coupait les chênes pour mettre du pin dans une logique d'exploitation. C'était l'enrésinement de Chambord, voulu par l'administration des forêts de l'époque. Et ça, Sommer disait, ben non, il faut des chênes, il faut arrêter le résineux. Et la petite histoire, lors d'une battue, je crois que c'était celle de janvier 70, Marie-France Garot et Pierre Juillet, sur les conseils de Sommer, se disent comment faire pour faire plier l'administration des forêts. Et ben, la solution a été très simple à trouver, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de placer le président Pompidou à la première traque, au milieu des pins. À la fin de la battue, et là je vous lis un entretien que nous avons eu il y a quelques années avec Marie-France Garot. À la fin de la battue, le président dit à Juillet qui arrive, « Mais enfin, il n'y a plus de cochons dans cet endroit ?» Et Juillet lui répondre, « Oui, monsieur le président, tant que l'on n'inventera pas des cochons qui mangent les pommes de pin plutôt que les glands. La population va diminuer. Vous voyez bien, monsieur le président, qu'avec des résineux... » Et le président répondant, « C'est vrai cela, il n'y a que des résineux. Et qui est-ce qui décide cela ?» C'est l'Office des forêts. Cela a été réglé. Donc, François Sommer continue son rapport d'étonnement, notamment sur l'organisation des battues. Il s'étonne qu'il n'y ait aucune discipline dans les rabats, que les rabatteurs ne soient pas équipés de ce qu'on appelle aujourd'hui le gilet orange, de vêtements visibles, identifiants, que les rabatteurs ne soient pas en ligne, qu'il n'y ait pas de mirador. À l'époque, il n'y avait pas ou très peu de mirador. Il faut savoir aussi, il faut se remettre à l'époque, et ça François Sommer l'écrit par ailleurs, le mirador était encore quelque chose de traumatisant pour les Français à cette époque. Il faut l'avoir en tête. Mais c'est après que les miradors seront déployés. Les postes de tir ne sont pas marqués. Il n'y a pas de recherche du gibier blessé, ce qui aujourd'hui apparaît comme étant un sacrilège criminel vis-à-vis du gibier. À l'époque, on ne le faisait pas. Et que on ne donne même pas sur ces premières battues, et je regardais les dates, elles étaient postérieures tout à l'heure, des plans de chasse avec le plan des battues, l'organisation et les consignes. Et il s'étonne aussi que les rabatteurs soient armés. Et il dit en conclusion, lors de la chasse du 10 janvier 1970, sur environ 27 sangliers tués, c'était 28 je crois tout à l'heure avec les chiffres qui nous ont été présentés, il y en a eu au moins 5 tués par des rabatteurs, dont un abattu à 50 mètres devant le président de la République, qui lui avait reçu comme instruction de ne pas tirer dans la battue. Bien entendu, ce sanglier n'était dangereux ni pour les chiens, ni pour les rabatteurs. Voilà. Donc il y avait tout à reprendre. Par ailleurs, on voyait l'écart. 2 équipes de chasse, il y avait l'équipe A, l'équipe B dans les invités, partaient, mais ne se croisaient pas. Et un peu plus tard, lors des autres visites, ça permettra notamment avec le service du protocole, le lieutenant-colonel de Buyer, dont on parlait beaucoup, de mettre en place tout cet aspect protocolaire et diplomatique pour faire en sorte de mettre en avant le président de la République et qu'au cours d'une journée de chasse à Chambord, il puisse croiser tous les invités. On nous parlait tout à l'heure des 5 minutes par invité. C'était ça, François Sommer expliquait que cette chasse devait permettre les relations du président de la République avec chaque invité, de permettre à chacun d'avoir un moment privilégié, presque confidentiel, avec le président de la République. Alors, merci beaucoup, cher Alban. Je vous passe la parole, Geoffroy de Rocancourt, pour nous expliquer, alors vous qui avez vécu ça sur le terrain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette mise en place des premières chasses présidentielles à Chambord? Et plus globalement de la manière dont le président a impulsé une renaissance de Chambord?
Avant de répondre à Emmanuel, je voudrais remercier l'Institut Georges Pompidou d'être à l'initiative de cette rencontre et bien évidemment remercier Chambord et son directeur général qui a l'obligeance, malgré son travail, d'être encore présent. Merci Pierre et merci à la continuité que tu apportes dans notre gestion de ce magnifique domaine. Alors, pour répondre à la question qui vient d'être posée, vous avez vu, François Sommer fait tout. C'est lui qui donne les ordres et il va falloir trouver une administration qui va bien vouloir accepter de travailler dans ce sens. Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais les notes que François Sommer a écrites, elles existent, j'en ai eu connaissance, et je pense qu'il ne faut pas oublier que François Sommer était un chef d'entreprise, compagnon de la Libération et grand ami de Georges Pompidou. Tout à l'heure, ça a été évoqué, le président Georges Pompidou a été initié à la chasse, d'abord au petit gibier chez les Rothschild, et ensuite, en ce qui concerne le grand gibier, avec François Sommer et ses amis, et surtout les chasses de l'Est. Donc on a évoqué tout à l'heure le problème des miradors, qui malheureusement nous rappelle les drames de la Seconde Guerre mondiale. Ici, la chasse à Chambord, c'était d'abord la tradition de la vénerie, ça a été évoqué tout à l'heure, et donc ce n'était pas du tout les tirs sélectifs, les tirs à la carabine de mirador, où on attend pendant plusieurs heures la sortie des gibiers pour pouvoir sélectionner ce qui se fait actuellement, puisque on vous a expliqué qu'il n'y avait plus de panotage. Donc cet état d'esprit est déjà, au moment où le président Pompidou prend la décision de faire quelque chose de magnifique à Chambord, une certaine réticence de l'administration. Le commissaire, donc, il fallait bien trouver un homme pour pouvoir mettre en œuvre les décisions de ce chef d'entreprise, voulu par le président Pompidou, qui, avec ses amis, cela a été évoqué tout à l'heure, le président est entouré des compagnons de la Libération, pour la plupart militaires et passionnés de chasse. On a évoqué Claude Étier de Balambert, lui-même a été gouverneur en Rhénanie après la Seconde Guerre mondiale. Il est à l'époque président du Conseil supérieur de la chasse au niveau international, ce qu'on appelle le CIC, et il est aussi chancelier de la Libération. Donc c'est un personnage particulièrement important, à caractère un peu difficile, et donc il soutient François Sommer dans sa volonté de modifier la chasse en France. François Sommer a beaucoup chassé dans sa vie, grâce à ses qualités de chef d'entreprise. Il a gagné pas mal d'argent, entre guillemets, après la Seconde Guerre mondiale. Je rappelle que François Sommer, c'est Tapissom, hein, ce sont les fameux tapis en synthétique qui remplacent le feutre et que nous avons retrouvé dans toutes nos installations, cuisines ou même murs dans les années 50-60. Et il va beaucoup chasser en Afrique, en particulier dans l'Afrique française, je pense au Tchad, aussi en Oubangui-Chari. Et donc, si vous voulez, il chasse beaucoup. Et je pense que lorsque l'on vieillit, on peut être un grand chasseur, mais on s'aperçoit qu'il y a nécessité d'aussi la protéger et de la respecter. Et il a donc créé des réserves nationales dans ces pays africains. Et en France, il essaie à Belleval, qui a été évoqué tout à l'heure, qui faisait partie de la fondation qu'il a créée. Malheureusement, pour lui et son épouse, François Sommer n'avaient pas d'enfants. Et pour eux, le fait de pouvoir transmettre ce qu'ils avaient fait pour la chasse était un problème. Et Chambord a vraisemblablement été un élément pour eux pour pouvoir dynamiser ce qu'ils avaient constitué, soit en tant que collection, soit en tant que motivation. Tout à l'heure, il a été évoqué ce que François Sommer avait en tête. Certains d'entre vous ont dû lire La chasse silencieuse, d'autres livres dans lesquels il évoque le futur permis de chasser, le plan de chasse, avec sa spécificité de plan de tir, donc pour tout le gibier rouge, c'est-à-dire chevreuil, cerf, chamois ou isard, car à cette époque, ces animaux-là étaient plutôt en disparition, alors qu'aujourd'hui, grâce au plan de chasse, nous nous posons la question de savoir comment il faut éliminer les sangliers, donc, entre autres.
Et d'autre part, Chambord a un rôle qui est évoqué au niveau des cervidés, où on voit l'ambiguïté entre sanglier et cervidés avant de démarrer ce que le président Pompidou va faire. C'est une réserve nationale de chasse et les cervidés servent à repeupler les forêts françaises. Grâce au panotage, cela représenterait entre 100 et 150 grands animaux qui étaient repris chaque année et qui étaient soit vendus aux propriétaires privés de chasse particulières, soit achetés par l'administration des eaux et forêts à l'époque et après par l'Office national de la chasse, en particulier à la demande des équipages. C'était en général les équipages qui achetaient le grand gibier qui était lâché avec accord des forêts domaniales. Alors, pour répondre à la question d'Emmanuel, j'ai réfléchi sur comment le président a-t-il choisi Chambord, je vous l'ai expliqué, sous la pression de ses amis, c'est un point important, et sur sa conception personnelle de la beauté, de l'éthique, du naturel et de l'artificiel. Quand je parle artificiel, je pense à la peinture, et au naturel, je pense à la nature. Et Chambord était un domaine où tout ceci pouvait se retrouver. Et lorsque moi je participe au premier battu, on parle du terme Renaissance. Alors, Renaissance, vous savez que c'est au temps de François Ier, à l'époque de la Renaissance, qu'est construit Chambord. Et là, donc en 1970, on veut une renaissance de ce domaine, qui, depuis 1930, racheté par l'État, je pense que vous connaissez l'histoire, hein, à la suite, c'est par préemption que l'État a racheté au Bourbon-Parme le domaine qui, compte tenu des vicissitudes politiques de l'époque, ne se trouve pas, réaffecté aux administrations compétentes. C'est-à-dire que c'est le service des domaines qui gère le château jusqu'à la guerre, et ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'une partie est donnée, on l'a évoqué tout à l'heure, au ministère de la Culture, en ce qui concerne le château. Au ministère des Domaines, c'est l'ensemble du village. Et à l'administration forestière, car à ce moment-là, l'Office national des forêts n'est pas encore créé, et administration forestière veut dire deux choses, les forêts, donc gérées par le corps forestier, et la chasse, gérée par le Conseil supérieur de la chasse. Et donc, vous avez malheureusement à ce moment-là une entité et, je dirais, une diversification entre les chasseurs soutenus par les politiques et les forestiers qui ne sont pas soutenus. Donc, il y a une ambiguïté là qui est grave et qui ne va malheureusement en se dégradant, parce que nous sommes dans l'époque où la France est déficitaire en produits forestiers, en particulier en pâte à bois. À l'époque, ce qui était important, c'était d'avoir ce qu'il fallait pour pouvoir faire les journaux. Il n'y avait pas encore Internet. Donc, c'était le deuxième poste déficitaire de notre balance commerciale. Et donc, est lancé dans les années 60-65, avec le plan Pisani, le Fonds forestier national. Et Chambord sert de lieu d'expérimentation sur plus de 1500 hectares pour planter des essences à l'époque, ce que l'on disait à croissance rapide. Et c'est comme ça qu'il y a eu cet enraisinement qui était effectivement pas du tout, je dirais, en concert avec la chasse, puisque pour ceux qui sont ici forestiers, ils savent que lorsque l'on plante, entre guillemets, un conifère, un sapin ou un épicéa, immédiatement, le grand gibier est intéressé pour l'abrutir ou s'y frotter. Donc, cette ambiguïté fait qu'en 70, le Chambord est vraiment abandonné au niveau forestier. Donc, pourquoi Chambord? Moi, j'ai repris, pour répondre à votre question, deux éléments. Les compagnons de libération, alors je peux vous les citer, qui sont venus chasser à Chambord dans les premières chasses. Il y avait l'amiral Cabanier, qui à ce moment-là était le grand chancelier de la Légion d'honneur, Étienne Bois-Lambert, le général Lesanneau, le général Landrieux. Ce sont tous des aviateurs, comment dire, soit bombardiers avec François Sommer, La Poipe, donc lui faisait partie de l'escadrille Normandie-Niemen, un des rares qui soit, je dirais, qui s'en soit sorti, Jacques Soufflet, futur ministre, et d'autres industriels. Tout à l'heure, ça a été évoqué à juste titre, les frères Roussel, je pense à Jean-Claude et Henri, qui étaient des grands amis, Maître Floriot et Élie de Rothschild.
Donc ces personnes-là avaient des chasses, en particulier en Alsace, ou, comment dire, du côté vosgien, à Breschwiller, pour ceux qui le connaissent, la forêt de Saint-Quirin, et le domaine des Turels à, comment dire, Quetzin. François Sommer a emmené le président Pompidou, lorsqu'il était Premier ministre, dans ses chasses. Et il lui a montré ce que c'était que des grandes chasses au sanglier. Et François Sommer lui explique, vous maintenant, vous êtes président de la République, vous devez avoir la plus belle chasse au grand gibier, donc opposition avec les chasses présidentielles qui existent pour le petit gibier à Rambouillet et à Marly. Et je voudrais redire que nous avons eu la chance que les chasses à Chambord prennent le titre de chasse présidentielle, mais nous n'avions pas les statuts. Les chasses présidentielles, vous l'avez vu dans les tableaux qui ont été présentés, faisaient partie de l'ensemble des chasses qui étaient prévues, comment dire, dans le programme de régulation du parc. Et donc, du temps du président Pompidou, il y avait 2 chasses par an qui lui étaient réservées, c'est-à-dire que c'était la présidence de la République, comme ça a été évoqué, qui était la personnalité invitante. Les autres chasses étaient organisées par le Conseil supérieur de la chasse. Et après, lorsque le commissaire est nommé, c'est le commissaire à l'aménagement du domaine de Chambord qui devient le prestataire pour les différents bénéficiaires qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc, je pense que pour le président Pompidou, il a écouté et il a senti que Chambord pouvait lui apporter, comment dire, l'ensemble de ce qu'il souhaitait faire au titre de la protection de la nature. Alors, quand on évoque la présidence de Georges Pompidou, on a beaucoup de nostalgie et on a aussi souvent l'impression que c'était facile. Facile que tout se décidait à l'Élysée, qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton, que tout se déclinait assez facilement. Est-ce qu'il y a eu des résistances à ce moment-là? Lesquelles? Comment vous les avez surmontées? Bon. Alors, pour répondre à Emmanuel, je pense que de tout temps, pour réussir, il faut savoir se battre. Et il est évident que lorsque le commissaire a été nommé, il s'est trouvé devant de grandes difficultés. Il y avait l'appui du président de la République, mais vous savez tous, en particulier pour ceux qui sont aux fonctionnaires, lorsqu'on arrive dans une réunion en disant le président a dit que, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour faire passer le bon message. Donc en fait, à Chambord, du fait de l'abandon de l'État, avec les différentes directions qui tiraient chacune de leur côté, c'était plutôt la gentry, l'aristocratie, si l'on veut, enfin la grande bourgeoisie de l'ensemble du Loir-et-Cher, de la Sologne, qui, entre guillemets, profitait de Chambord. Bon, quand je suis arrivé, il y avait un tir aux pigeons, il y avait, comment dire, des chasses qui étaient organisées pour les personnes qui étaient proches de Chambord. Le préfet avait aussi ses invitations. Donc, vous voyez qu'il y avait donc une dissolution du prestige de Chambord. Alors, le commissaire a permis, comment dire, cette unicité. Mais unicité voulait dire que les administrations qui étaient en poste acceptent ce grand changement. Et effectivement, ça ne s'est pas fait tout seul. Au départ, dans toute administration, dans un département, dans une région, le représentant de l'État, en principe, c'est lui qui commande les différentes administrations. Cela aurait dû être le préfet du département, qui aurait dû être ce fameux coordinateur. En fait, le préfet de l'époque n'a pas souhaité être ce coordinateur. Il était malheureusement trop lié à la vie locale pour pouvoir se permettre de dire demain matin, il n'y aura plus de tir aux pigeons, demain soir, le ramassage des champignons gratuits sur l'ensemble du domaine sera interdit, et d'autre part, la pêche ou le braconnage devra être supprimé. Donc, cette décision a fait qu'il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur, mais qu'il soit aussi un Parisien, parce que malheureusement, on ne peut pas travailler sans moyens financiers, et il était absolument nécessaire que la personne qui assure la coordination soit parisienne. Donc les 2 premiers commissaires sont des sous-préfets qui ont été choisis. L'un était directeur de cabinet de Bernard Pons, à l'époque secrétaire d'État à l'Agriculture, et après Gérard Bellorger, qui était conseiller technique auprès du Premier ministre Pierre Messmer. Donc on voit bien que le président, par cette décision, a voulu que des hommes puissent être les maîtres de la coordination avec des adjoints, donc un pour la culture et un pour la forêt. Cher Alban, est-ce que François Sommer a joué un rôle également vis-à-vis du château?
Alors totalement, et c'est assez amusant parce que je crois que la commande initiale, elle était vraiment tournée d'abord vers la forêt. Mais ensuite, François Sommer, dans ses différentes notes, commence par dire au président « L'hôtel en face est très bien, mais il faudrait recevoir dans Chambord. Il faut aménager un lieu de réception dans Chambord pour redonner à Chambord ce qu'il a été, un lieu de chasse, de réception et de rayonnement. » Et on le voit, en fait, ces notes sont très rapprochées, parce qu'il y en a 3 sur la deuxième semestre de 1970, et dans la dernière, il va encore plus loin en disant « mais oui, on va les recevoir, mais il faut ouvrir au public, et il faut créer un musée cinégétique ». Et là, il va proposer à la présidence d'abord d'aménager les 3 salles dites de la Salamandre au 2e étage du château, et ensuite d'aller beaucoup plus loin. Et donc, c'est ce qu'il fera avec Jacqueline. D'abord, ce projet est validé par le ministère à l'époque des Affaires culturelles et une convention est signée personnellement entre François et Jacqueline Sommer et le ministère des Affaires culturelles pour l'aménagement des salles de Chambord. Et cette convention prévoit que François et Jacqueline amèneront leur collection personnelle. Alors, cette collection personnelle qui, entre-temps, aura été donnée à la Fondation et aura permis de constituer le musée de la chasse et de la nature. Mais comme dans tout musée, il n'y a qu'un tiers des éléments de la collection qui sont exposés. Et François Sommer lui-même, et j'ai retrouvé encore la semaine dernière en faisant remonter les cartons des archives, François Sommer s'occupera lui-même avec Jacqueline du choix des objets qui seront déposés à Chambord et exposés, étant entendu que les conditions de conservation tout de suite s'avéreront calamiteuses, notamment pour les armes, puisqu'elles se mettaient à rouiller immédiatement. Il écrit que les murs ruissellent d'eau, qu'on n'arrive pas à chauffer. Il donne des instructions pour que les gardes montent du bois pour faire du feu en permanence avant de l'arrivée de l'électricité. Et là, un jour, il dit « ça y est, l'électricité est arrivée à Chambord, on va pouvoir mettre des radiateurs électriques ». Bon, on n'avait pas les mêmes considérations qu'aujourd'hui. Et François Sommer de lui-même, et j'ai vu toutes ces annotations, le conservateur du musée lui faisait des propositions d'œuvres à emmener à Chambord, il rature tout lui-même, et ensuite il écrit le plan de transport pour les œuvres qu'il faut aller chercher dans les dépôts dans les Ardennes, celles qui sont à Paris, et lui monte dans le camion à Paris avec Jacqueline et vient passer des semaines à Chambord avec les ouvriers, faire les accrochages. Et les ouvriers de l'époque racontent que François et Jacqueline Sommer, à midi, pour pas perdre de temps, déjeunent avec eux des boîtes de sardines à l'huile, des boîtes de conserve, directement assis sur les bâches dans les salles du château. Donc il s'est réellement impliqué là-dessus. Malheureusement, il meurt début 73, mais Jacqueline continuera avec une salle à l'époque au rez-de-chaussée dédiée à la chasse photographique justement, avec l'aménagement ensuite des salles, de la grande salle des chasses au rez-de-chaussée à droite, qui plus tard sera à nouveau refaite avec les conseils du conservateur du musée de la chasse de l'époque, tel que vous pouvez la découvrir aujourd'hui. Voilà, donc il y a toujours eu ce lien très très fort qui a été poursuivi par Jacqueline Sommer après le décès de François et modestement par la Fondation aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vous poser la question sensible, la différence dans leur approche cinégétique et leur pratique de la chasse entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, parce que vous avez bien connu les deux? Une question. Bon, je vais y répondre à titre personnel. Donc, pour ceux qui sont, entre guillemets, pour l'un ou pour l'autre, ou qui les respectent tous les deux, je l'espère, vous ne serez pas choqués. Alors, quand Emmanuel a préparé cette question, me l'a, je dirais, envoyée par SMS il y a quelques heures, j'ai réfléchi. En fait, pour moi, si vous voulez, Georges Pompidou a été un créateur et un visionnaire pour Chambord. Et je résumerai son action avec unicité et renaissance. Et je dirais, ça a été évoqué tout à l'heure, sa maladie et son décès ont fait qu'il n'a pas pu mettre en compte et réaliser tout ce qu'il avait souhaité dans son action personnelle. Le président Giscard d'Estaing, c'est différent. Lui, il a la chance d'avoir une bonne santé et de faire un septennat complet. Et pour moi, le président est un chasseur.
La différence entre le président Pompidou et le président Giscard d'Estaing comme chasseur, l'un est plutôt un chasseur de grand gibier, plutôt de petit gibier, Georges Pompidou, comment dire, un chasseur où on a évoqué tout à l'heure la convivialité. La chasse n'est pas uniquement que le fait de marcher en forêt ou dans une plaine, c'est d'être avec son chien, c'est de voir des amis, c'est de parler avec les rabatteurs, c'est un monde convivial. Bon. Et le président Pompidou y est très sensible. Bon. Le président Giscard d'Estaing est plus un homme solitaire, seul. C'est un chasseur, comment dire, africain, vous le savez, il a beaucoup aimé l'Afrique. Bon. En France, c'est quelqu'un qui est passionné par les animaux, les grands animaux, peut-être plus que le tir lui-même, et il aime bien être en forêt. Le président ici à Chambord a toujours respecté les ordres de tir que je lui ai donnés. Le président, chaque fois qu'il y avait un animal à tirer, me demandait en cours, est-ce que je peux le tirer, pas le tirer, nous le gardons pour l'année prochaine. Donc il aimait Chambord, ce qui prouve qu'il disait que quand je ne suis pas revenu à Chambord, car lorsqu'on a eu un premier amour, on ne le reprend pas par la suite. Mais je pense que c'était assez exact. Le président était donc un passionné de chasse, et en particulier de grand gibier. Et pour le définir, Emmanuel, pour répondre à votre question, je dirais que le président Giscard d'Estaing a assuré la continuité, une passion et le prestige pour la France. Car du temps du président Giscard d'Estaing, nous avons eu l'occasion de recevoir de très hautes personnalités. Il se servait de Chambord comme étant une image de prestige. Je sais qu'à l'époque, en particulier, malheureusement, l'Europe centrale n'était pas encore libérée comme elle est aujourd'hui, comme la Russie, étaient des pays où la chasse était, en particulier au grand gibier, quelque chose d'important. Tous les grands chefs d'État étaient chasseurs. Et donc, j'ai pris quelques noms, enfin, l'ensemble des ministres allemands sont venus à Chambord, le grand-duc de Luxembourg, le roi et la reine d'Angleterre. Le prince Philippe est aussi un passionné d'attelage, donc il est venu aussi pour les concours d'attelage qui ont eu lieu à Chambord en 77 et 78. Le futur roi d'Espagne, c'est une chasse dont on a beaucoup parlé. Et tout à l'heure, il a été évoqué Brejnev. Alors effectivement, il avait été prévu que M. Brejnev vienne à Chambord, mais ses conditions personnelles de santé ont fait que la chasse s'est arrêtée au dernier moment. Et quand je dis au dernier moment, c'est la veille au soir où j'ai appris que le président Brejnev ne venait pas, alors que nous avions travaillé longuement pour assurer la réussite de cette chasse. Et moi, à titre personnel, pour finir sur cette anecdote, j'étais assez heureux qu'elle n'ait pas eu lieu parce qu'on avait installé des moyens de transmission à l'intérieur du château. Il y avait un système de sécurité absolument dantesque. Les Russes avaient demandé à ce qu'il y ait des gardes du corps devant, tenez-vous bien, et derrière M. Brejnev lorsqu'il chassait, comme si on avait chassé le faisan. Donc la chasse, je me demandais comment elle aurait pu être réalisée dans de bonnes conditions. Donc elle n'a pas eu lieu, et donc je reprends ce qui avait été dit tout à l'heure. Donc Brejnev, effectivement, avait dû demander à l'occasion de sa venue en France. Il est venu à Rambouillet, il n'a pas chassé à cette occasion. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc je répète, pour le président Giscard d'Estaing, pour moi, c'était vraiment le prestige pour la France. Et donc, les deux présidents ont utilisé Chambord avec cette qualité où vous avez un château et un parc. Je pense que c'est ça qui est important. Ce n'est pas une forêt domaniale normale. Chambord, depuis la date de François Ier, a toujours été, en ce qui concerne le domaine forestier, un domaine de chasse. D'abord pour la chasse à courre, et ensuite réserve nationale de chasse, et maintenant régulation des sangliers, et peut-être quelques remerciements pour ceux qui aident Chambord financièrement. Merci beaucoup. Je vais peut-être dire quelques mots, Alban, et puis après je vous demanderai à l'un et à l'autre de faire peut-être un mot de conclusion ou un mot de synthèse. Alors on va faire un grand saut dans le temps, et je vous prie de m'en excuser. Je précise quand même parce que il vaut mieux le préciser parce qu'une fois j'étais à la cérémonie anniversaire de la messe pour Georges Pompidou qui a lieu tous les 2 avril à Saint-Louis-en-l'Île, enfin autour du 2 avril. Et une fois à la sortie de la messe, on m'a demandé quelle fonction j'avais exercée à l'Élysée du temps du président Pompidou. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même été assez vexée. Donc je précise que je n'ai pas connu le président Pompidou. J'étais née au moment où le président Pompidou était président, mais je ne l'ai pas personnellement connu. Alors je me suis retrouvée quand je suis
arrivée directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, je ne connaissais rien à la chasse. Je ne lui étais pas hostile parce que j'aime beaucoup la nature, mais enfin je n'y connaissais absolument rien. Chambord était devenu, et ça c'est un point important parce que on a beaucoup parlé de la création du commissariat général du commissariat à l'aménagement de Chambord pour expliquer la nécessité d'unifier des administrations différentes qui s'occupaient toutes du domaine de manière désordonnée. Mais finalement, l'établissement public, elle est la continuité de la création de ce poste. Et lorsque je suis arrivée, l'établissement public avait été créé depuis 2005. Était en poste là aussi pour, je dirais, continuer cette œuvre de la structurer davantage et continuer cette œuvre d'unification entre les différentes composantes de Chambord. Alors donc l'établissement public existait depuis 2005. Il avait été par amendement parlementaire, parce que c'était pas dans le projet initial, placé sous la haute protection du président de la République. Le directeur général de l'établissement était quelqu'un qui s'appelait Philippe Martel, et son adjoint est ici. Il s'appelle toujours d'ailleurs Xavier Bredin. Malheureusement, Philippe nous a quittés prématurément. Et je veux dire un mot au sujet de Philippe Martel, parce que Philippe a été le premier à jeter les bases de l'établissement. Il a fait énormément de choses pour Chambord dans un contexte qui était, on l'a vu du temps du président Pompidou, mais c'était encore le cas à l'époque de Philippe Martel. C'est toujours difficile de faire bouger les choses à Chambord. Il y a des conservatismes. Je pense que c'est sans doute vraisemblablement partout difficile de faire bouger les choses, et donc ça l'est à Chambord aussi, bien que l'établissement soit placé sous la haute protection du président de la République. Et Philippe a fait énormément avec Xavier pour créer et faire vivre cet établissement. Et tout ce que son successeur, qui est resté plus longtemps, Jean Donceauville, que vous connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, avant Pierre Dubreuil, tout ce que Jean a fait de manière très brillante a été rendu possible grâce à ce que Philippe Martel avait fait avant lui. Alors, qui dit évidemment, et je voudrais aussi dire, je suis émue parce que j'aimais beaucoup Philippe. Je voudrais aussi dire que la Cour des comptes fait toujours un contrôle des établissements publics 2 ou 3 ans après leur création. Et donc, Philippe Martel a eu le droit à un contrôle de la Cour des comptes sur les premières années de la création de l'établissement. Et c'est un contrôle qui est très élogieux sur la mise en place de l'établissement, sur sa gestion, et c'est suffisamment rare. La Cour des comptes est sévère généralement, n'est-ce, cher Antoine, et c'est suffisamment rare pour que ce soit noté. Alors, qui dit établissement public dit aussi conseil d'administration, et donc président ou présidente d'un conseil d'administration. Et donc en 2007, il y avait déjà eu 2 présidents de conseil d'administration de Chambord qui étaient toujours des proches du président de la République, puisqu'il y avait eu d'abord Frédéric Salabarou qui avait été président pendant 1 an, et puis qui était devenu secrétaire général de l'Élysée, donc je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est pas resté très longtemps comme président. Et puis ensuite, c'était Michel Blangy, le directeur de cabinet du président de la République. Et donc, quand moi je suis devenue directrice de cabinet du président de la République, personne s'est vraiment posé de questions en réalité. Personne s'est dit pourquoi elle, pourquoi pas elle, etc. En fait, c'était un peu dans la corbeille de la mariée. Il y avait la présidence du conseil d'administration de Chambord. Lorsque j'ai pas été nommée tout de suite pour des raisons, ce serait trop long d'expliquer. J'ai été donc désignée par décret en septembre 2007. Là, c'est une petite anecdote, mais elle est assez illustrative. À ce moment-là, immédiatement, une demi-douzaine de personnes ont pris des rendez-vous avec moi. Alors, je me suis demandé, donc je les ai reçus évidemment, parce que quand on me demandait un rendez-vous, je le donnais. Et ces personnes, qui étaient toutes de sexe masculin, je dois le dire, m'ont toutes dit la même chose, que c'était formidable que je sois nommée présidente du conseil d'administration de Chambord, mais enfin que quand même je ne connaissais rien à la chasse, ça c'était vrai, et en plus j'avais de très très grosses et éminentes responsabilités, que je n'aurais absolument pas le temps de m'occuper de Chambord, et que donc il fallait que je nomme un comité des chasses présidentielles qui allait s'occuper de l'organisation des chasses présidentielles de Chambord, qui quand même avait été supprimée, alors non pas en 2010, mais je dirais un petit mot sur l'affaire de 2010, mais qui avait déjà été supprimée par Jacques Chirac en 1995 et qui s'était
plus ou moins continué sous l'appellation de battues de régulation. Et donc ces personnes m'expliquaient que je n'aurais pas le temps de m'en occuper, qu'il fallait faire un comité des chasses présidentielles. Et naturellement, ces personnes se proposaient très gentiment pour devenir membres de ce comité des chasses présidentielles, voire même présider ce comité des chasses présidentielles. Alors au début, j'ai écouté poliment, et puis quand même à la 4e, 5e et 6e personne, je me suis dit ça a l'air quand même très très dangereux cette affaire, et donc je vais garder les choses, sous mon étroit contrôle, et je crois que j'ai bien fait de le faire. Alors. Un petit mot sur Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un d'urbain, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à la chasse, c'est quelqu'un qui n'aime pas se promener dans la nature, qui n'aime pas avoir les chaussures. Je parle en présence de son ancien chef de cabinet, il le sait mieux que moi, Michel Camus. C'est quelqu'un qui n'aime pas avoir de la boue sur ses chaussures. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'avait aucun attrait ni pour la chasse ni pour Chambord, mais en même temps c'est quelqu'un qui aime les gens d'abord, je pense qu'il faut le dire. Et puis c'est quelqu'un qui connaît très bien l'histoire, la tradition de ce pays, la sociologie de ce pays, et donc qui respecte les chasseurs. Alors je crois qu'il avait à l'égard de Chambord une indifférence totale, et j'ai la faiblesse de penser. Alors quand c'est arrivé au Conseil des ministres, cette nomination, en fait, il était pas tellement au courant. En fait, il s'est demandé ce que j'allais aller faire là-bas. Est-ce que ça allait pas effectivement me prendre trop de temps de m'occuper de ça en plus de la direction de son cabinet. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'il devait être quand même un petit peu rassuré que ce soit moi, parce que évidemment, comme tout le monde dans cette salle, j'ai énormément de défauts, mais j'ai aussi quelques qualités, et je suppose que ma relative discrétion, ma détestation de l'exposition médiatique fait qu'il s'est dit que sans doute il y aurait pas trop de difficultés si c'était moi qui gérais, enfin qui était présidente de l'établissement, une présidence non exécutive, donc je me suis évidemment beaucoup reposée sur les équipes et Xavier Bredin et Philippe Martel dont j'ai déjà parlé, et puis que s'agissant de l'organisation des battues, les choses devraient se passer à peu près convenablement. Alors dans ce contexte, qu'est-ce que j'ai essayé de faire et de ne pas faire? D'abord, grâce à Philippe et à Xavier, nous avons donc continué à construire l'établissement public, et quelqu'un me faisait remarquer il y a quelques semaines que nous avons, je crois, signé sous ma présidence et avec Philippe le premier mécénat de compétences avec la réfection de l'escalier à double révolution, l'escalier bien connu. Ensuite, nous avons continué les battues de régulation parce que ça, c'est un point qui a été dit déjà, mais peut-être on n'a pas suffisamment insisté. C'est indispensable de faire des battues de régulation et des tirs sélectifs au sein de Chambord puisque le domaine est intégralement clos. Nicolas Sarkozy n'a jamais validé aucun ce n'est pas lui qui validait la liste des invités. Je vous ai dit, il était dans l'indifférence à l'égard de ce qui se passait à Chambord. Tant qu'on n'en parlait pas, tant qu'on n'en parlait pas, ça lui allait très bien. Il m'a jamais demandé d'inviter telle ou telle personne. Peut-être une fois, ça lui est arrivé. Les collaborateurs du président, peut-être 2 ou 3 fois, m'ont demandé d'inviter telle ou telle personne, mais c'est quelque chose qui est resté vraiment extrêmement rare. Et je me suis heurtée, ça c'est un point très intéressant qui est dans un des articles d'Agnès Tachin qui nous a parlé tout à l'heure. Elle a écrit un grand article sur les chasses présidentielles jusqu'en 1995. Et Agnès Tachin explique que finalement, avec le temps, il y a de moins en moins de diplomates qui chassent, de moins en moins de hauts fonctionnaires qui chassent. La chasse devient moins à la mode aussi, il faut le contester, moins à la mode. Sans doute des industriels qui chassent encore, mais qui sont peut-être un peu réticents à venir avec le risque d'exposition médiatique, etc. Et j'ai eu moi aussi parfois des difficultés, ça peut paraître un peu paradoxal, mais parfois des difficultés à trouver des tireurs pour faire des battues de régulation et des tirs sélectifs. J'ai agi très fermement lorsque nous avons frôlé un accident très grave, puisque nous avons un député qui n'a pas respecté un des angles de tir et qui a failli tirer, qui a tiré très proche de la tête du directeur général de la police nationale. Donc vous imaginez ce que cela aurait été si une battue de régulation sous la présidence entre guillemets de la directrice de cabinet du président de la République, si un tel accident avait eu lieu. Donc j'ai interdit fermement à ce député qui avait la réputation
dont il était notoirement connu qu'il ne respectait pas les angles de tir, je lui ai interdit, et ça a fait pas mal de bruit, absolument de continuer à venir à Chambord. Et finalement, j'ai fait un peu. Alors, j'ai lu il y a quelques années un livre de Bruno Dumézil qui s'appelle Servir l'État. Alors, ne pensez pas qu'il y a des analogies. Hein. Ce livre s'appelle Servir l'État barbare pendant la période franque. Et en gros, c'est l'histoire de la haute fonction publique formée par l'Empire romain et qui est dans une période de transition, qui n'a pas vraiment d'instruction de ses autorités centrales, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autorité centrale, et qui va essayer de maintenir ce qu'il y a de bien, sans faire trop de vagues, pour éviter des réactions intempestives, soit d'une autorité centrale, soit de l'opinion publique. C'est ce que j'ai un peu fait en étant présidente de Chambord, c'est-à-dire que j'ai appliqué cette devise bien connue, et il se trouve en plus que c'était la devise du groupe scout dans lequel j'avais servi quelques années auparavant. J'ai appliqué cette devise, je maintiendrai, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire en sorte que on ne parle pas de Chambord en mal, qu'il n'y ait pas de vagues, et que ce qu'avait initié Georges Pompidou et ceux auxquels il avait confié la renaissance du domaine, et bien que ce qu'il y avait de meilleur à Chambord se poursuive, quand bien même j'étais sinon peu soutenue, en tout cas je n'avais pas d'instructions très précises de la part de l'autorité centrale que je servais. Je suis partie à la fin de l'année. Alors j'ai eu aussi, ça c'est important de le dire, comme vraisemblablement tous mes prédécesseurs et tous mes successeurs et tous les directeurs généraux de Chambord, cher Pierre, j'ai eu aussi moi mes grandes idées. J'aurais voulu qu'on interdise totalement la circulation à Chambord et qu'on transforme Chambord en Kröller-Müller, c'est-à-dire un parc uniquement ouvert aux vélos. J'aurais voulu qu'on fasse des grands sommets internationaux. On se heurte très rapidement à Chambord à la réalité. Les choses finissent par se faire. Je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'avec le temps, les choses finissent par se faire, mais tout est, compte tenu de la grandeur du château, tout est quand même très compliqué, et on peut pas comme ça. J'ai aussi essayé, j'ai voulu, on en a parlé récemment au conseil d'administration de l'Institut Georges Pompidou, j'ai voulu aussi meubler Chambord, et puis là on m'a expliqué que ça allait être compliqué de meubler Chambord en meuble Renaissance, parce qu'à la Renaissance il n'y avait pas de meubles, ou en tout cas il y en avait très peu. Donc voilà, tout ça c'est des idées qu'on a tous sur Chambord et qui, dans le réel, sont en fait très difficiles. Et je crois je profite de ça pour dire qu'il faut saluer l'œuvre de ce président Pompidou et puis l'œuvre de tous ceux qui ont contribué depuis 50 ans à faire en sorte que finalement Chambord revive, renaisse, et tout ça demande de la constance, de la continuité. C'est pas quelque chose de facile. Alors, un dernier mot personnel. J'ai arrêté d'être directrice de président de la République au bout d'1 an à l'Élysée, mais j'ai gardé la présidence de Chambord parce que, pour être tout à fait transparente avec vous, l'Élysée c'est une maison très difficile. J'y ai vécu des jours parfois compliqués, et Chambord en fait est assez vite devenu un élément de respiration pour moi. C'est pour ça que j'ai autant assisté, enfin pas tous les vendredis quand même, enfin j'ai fait pas mal de battues de régulation. Je suis venue souvent à Chambord parce que la compagnie des arbres d'une part, des sangliers et des cerfs d'autre part, et enfin la compagnie surtout du personnel de Chambord qui a toujours été cher à mon cœur, m'a donné une énergie que je ramenais ensuite à Paris pour affronter les difficultés de la cour élyséenne. Quand je suis partie de l'Élysée, j'ai eu enfin la permission de m'en aller à la fin de l'année 2009. Il m'a fallu trouver 2 remplaçants, parce que Philippe Martel, son mandat s'achevait et il souhaitait s'en aller. Alors la première chose que j'ai faite, et c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux pour Chambord, ça a été de désigner Jean d'Aussonville pour prendre la suite de Philippe Martel, qui a été, comme vous le savez, un grand directeur général, qui non seulement son habileté politique fait qu'il a très bien réussi à naviguer dans la fin du quinquennat de Sarkozy, le quinquennat de François Hollande et ensuite les premières années du mandat d'Emmanuel Macron. Jean a eu beaucoup d'idées pour Chambord, des idées qu'il a
prise dans celle qu'on lui avait préparée, puisque avec Philippe Martel, on avait élaboré le premier projet d'établissement de Chambord. Donc Jean a mis en œuvre un certain nombre des propositions qu'on lui avait faites, mais il en a aussi fait d'autres. Je pense à la restauration des jardins à la française et plein d'autres initiatives. Et Jean est aussi, et ça c'est important parce que c'est pas toujours le cas chez les hauts fonctionnaires, c'est aussi un réalisateur. C'est quelqu'un qui a une idée et qui la met en place, qui fait du carpet bombing d'une certaine manière, mais un carpet bombing à la diplomate, hein, donc de manière assez subtile, mais qui arrive à réaliser, à mettre en œuvre ses projets. Et donc il a beaucoup contribué à ce qui est devenu Chambord au cours de ces 50 ans. Et puis j'ai nommé un président, j'ai proposé la nomination d'un nouveau président pour le conseil d'administration, en la personne de Pierre Charon, qui était un proche collaborateur du président de la République, mais qui avait deux énormes défauts que je n'avais pas. Premièrement, c'était un chasseur, et le deuxième défaut, c'est quelqu'un qui adore l'exposition médiatique. Et donc, assez rapidement, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il a trop parlé de ce qui se faisait à Chambord. Du coup, article excessif, évidemment, parce que c'est aussi le moment où c'est la deuxième partie du quinquennat de Sarkozy, les choses sont plus difficiles. Et c'est ce qui a conduit Nicolas Sarkozy, en fait, à proposer la suppression des chasses présidentielles, qui en réalité n'avaient jamais été rétablies et qui avaient déjà été proposées qui avaient déjà été mises en œuvre par Jacques Chirac. Voilà, donc ça c'était un choix un peu moins opportun que celui de Jean Dossonville. Alors voilà ce que je voulais dire sur mon expérience de Chambord. Alban, je vous laisse dire un petit mot de conclusion. Très rapidement, François Sommer a écrit un document, et ça je vous le partage vraiment parce que je ne le connaissais pas. Il n'était pas classé avec les autres, Pierre, dans ce que j'avais pu t'envoyer. Et je l'ai trouvé la semaine dernière, et c'est un document qui est daté du 28 juillet 1972, soit quasiment 5 mois jour pour jour avant la mort de François Sommer. Là, il se savait malade depuis longtemps, mais là, il savait qu'il avait eu déjà une période d'hospitalisation. Il savait qu'il n'y en avait plus pour très longtemps. Et cette note est intitulée « Où en sont le château et le domaine de Chambord ?» Elle fait 4 pages, je ne vais pas vous la lire, rassurez-vous, mais elle est très intéressante. Et notamment, ce qu'on en sort, c'est pas tant le fait que la chasse a été remise à flot, etc. C'est l'ouverture au public. 2 choses, il salue la mise en œuvre des miradors de vision. Comment, et c'était l'objectif aussi de sa fondation, comment partager les beautés de la nature au plus grand nombre. C'est ce qu'il a voulu faire à Belleval, et il a été heureux d'y contribuer à Chambord en disant « c'est un succès ». Ces miradors de vision sont un succès. Et ensuite, il parle du musée. Il décrit tout ce qu'il a fait dans le musée avec son épouse, tout ce qu'il a installé ici, et il termine en disant que à la Pentecôte, le dimanche de la Pentecôte 1972, alors que l'année précédente, il y avait, quand les gens venaient à Chambord, ils traversaient le château, mais ils ne s'arrêtaient pas. Il explique que le public a réagi, et cette année, le seul jour de la Pentecôte, 15 000 visiteurs ont parcouru le château, et particulièrement les salles de chasse et de photographie d'animaux sauvages. Et c'est ça sa grande fierté. Enfin, dans ce document, il dit la chose la plus importante, c'est que tout ça, ça a été grâce à la volonté de Georges Pompidou. Et enfin, il conclut, il se dit, quelle peut être la conclusion? Nous sommes maintenant à Chambord en présence d'une autorité présidentielle désirant aller de l'avant et remettre à sa vraie place un lieu qui a toujours été mêlé à la chasse et à la nature vivante. Dans ces conditions, tous les chasseurs et tous les amoureux de la nature doivent apporter leur contribution à un effort national encore insuffisant, mais déjà très méritoire. Mais nous ne sommes évidemment pas au bout de nos peines, et il faudra que tôt ou tard, de bonne volonté viennent nous épauler puis nous relayer. Et je pense qu'il y a eu un petit clin d'œil de Georges Pompidou pour remercier François Sommer, qui n'a évidemment jamais rien demandé. C'est la Thibaudière, puisque François Sommer s'est inspiré de la cabane Sommer à Belleval, au bord de l'étang, également un endroit magique, pour faire construire la Thibaudière. Geoffroy. Là, je vous passe, Geoffroy, là, pour un mot de conclusion. Pour conclure, moi je reprends ce qui a été dit. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que la volonté du président Pompidou, aujourd'hui, nous la ressentons encore. Donc je pense que c'est une réussite, parce que comme l'a évoqué tout à l'heure Emmanuel, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de décider,
il faut construire, il faut réaliser. Et Chambord est un exemple, et je reprendrai une phrase de Pierre Juillet qui évoquait que la chasse, l'amour, c'est le goût de la poursuite. Donc, l'ensemble des commissaires, tout à l'heure je faisais le calcul, nous avons été 9, avec le premier Christian Dablan, après Gérard Bellorger, après moi-même, Christian Marie, notre ami Hubert, ensuite Xavier Patier, Yves Martel, qui a été le premier homme à assurer l'établissement public. Donc c'est un changement dans la coordination. Chambord, maintenant, vole de ses propres ailes à l'intérieur de cet établissement public. Et puis ensuite, Jean Dansonville et notre ami Pierre, qui assure une continuité, je pense, remarquable. Et je crois que nous tous, nous n'avons pas la volonté de faire une carrière personnelle, mais nous sommes une chaîne dans un ensemble. Et je pense que le président Pompidou, lorsqu'il a pris cette décision sous l'influence, en particulier de François Sommer, était conscient que Chambord représentait ce qu'il souhaitait au titre de l'environnement avec un grand E. On ne parlait pas, cela a été dit très justement tout à l'heure, d'écologie, c'était l'environnement, et l'environnement veut dire un ensemble, alors qu'aujourd'hui notre écologie, je dirais, parle plutôt d'un milieu. Et je pense qu'à Chambord, nous avons la chance que les aménagements ont permis cette continuité. Et mon seul souhait, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'ancien forestier, nous puissions réussir le maintien du domaine forestier de la même façon que nous sommes arrivés à maintenir le château. Le château a été les douves, l'escalier, les communs d'Orléans dans lesquels nous sommes aujourd'hui, et je remercie ceux qui ont réalisé ce que moi j'avais souhaité, que je n'avais pas pu faire, c'est-à-dire mettre des boiseries qui ont assuré une acoustique que je considère comme remarquable, car j'ai connu cette salle avec beaucoup plus de difficultés, et donc on a cette continuité, et je remercie l'ensemble de nos amis de nous avoir écoutés et de nous avoir permis de nous exprimer. Merci. Merci beaucoup.